Beaucoup de paroles ont été prononcées, beaucoup de propositions ont été énoncées par le président de la République à l'occasion de ses vœux, mais tout le monde maintenant attend la conversion dans les actes, dans la négociation. Eh bien, c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui avec Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière. Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour. 3 petites questions pour commencer, oui, non. François Hollande s'intéresse-t-il plus aux entrepreneurs qu'aux salariés aujourd'hui? Aux entrepreneurs. Ouais. François Hollande veut recourir aux ordonnances pour réformer. Est-il en train de tuer le dialogue social? En tous les cas, il n'est pas attaché autant qu'il dit au dialogue social. Voilà. François Hollande mène-t-il la même politique que Nicolas Sarkozy? Sur le fond politique de l'offre, oui, ça ressemble. Ça ressemble. Alors maintenant, on va écouter Pierre Laurent, qui n'est pas tout à fait du même avis que François Hollande sur beaucoup de choses. Ces vœux ont tourné le dos à tout ce qu'espéraient ceux qui ont élu la gauche au pouvoir. Et lui, Hollande, est en train de trahir sa propre parole, puisqu'il a dit je vais mener le combat contre la finance. Il fait exactement le contraire. Un traître, Hollande? Écoutez, moi, je ne veux pas rentrer dans un débat de caractère... Vous êtes d'accord plutôt avec Pierre Laurent? De caractère politique. Vous savez, entre les campagnes électorales, c'est un problème d'ailleurs, entre les engagements qui sont pris par un candidat, quel qu'il soit, et la réalité des choses derrière, il y a souvent un fossé. Un fossé. Si je prends un élément qui était un élément clé pour moi, c'est l'engagement du candidat Hollande de dire « je renégocierai le pacte budgétaire européen », et une fois élu, il n'a rien négocié du tout. Voilà. Bon, ça fait partie des choses. En tous les cas, sur les vœux, oui. Moi, je relève, par exemple, il y a un terme complètement absent des vœux, c'est pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, ça n'existe plus? Il n'en a pas parlé. Il n'a rien dit sur le pouvoir d'achat aux vœux. Et ça, d'après vous, c'est une faute vis-à-vis de ceux qui l'ont élu? C'est une préoccupation, pas obligatoirement de ceux qui l'ont lu, mais c'est une préoccupation des salariés aujourd'hui, oui, des salariés et des Français. Moi, je ne peux pas visiter une entreprise sans qu'on me parle de pouvoir d'achat. Sincèrement, est-ce que le pacte de responsabilité, d'après vous, peut être efficace pour l'emploi? Non. Non. Non, je n'y crois pas. D'abord, on ne saura jamais ce genre de choses. C'est comme les 35 heures, on peut dire tout ce qu'on veut. Si ça se met en route et qu'on voit des emplois se créer, mais ce sera dû à ça ou pas baisser. Pour le moment, j'ai plus le sentiment que si ça repart un peu, pas beaucoup chez nous, ça repart plus ailleurs, c'est pour d'autres raisons. C'est pour des banques centrales qui font une autre politique économique et monétaire. Bon, la France espère raccrocher le train de la relance qui se fait ailleurs. Bon, mais c'est pas parce qu'on baisserait un peu le coût du travail que d'un seul coup, ça va créer je ne sais combien d'emplois. D'abord, on ne pourra jamais mesurer. C'est comme le CICE. Vous savez que le crédit d'impôt compétitivité emploi, personne ne sera capable d'avoir une évaluation, je dis bien une évaluation, avant 3 ans des effets sur l'emploi. Est-ce que pour vous, c'est du donnant-donnant? Ou est-ce que c'est un cadeau encore aux entreprises? C'est pas du donnant-donnant. À partir du moment où le président de la République dit voilà, on va alléger ce qu'il appelle les charges. Je suppose que ce sont les cotisations patronales. On va alléger vos contraintes. A priori, c'est ce qui se dit. On va alléger vos contraintes. Par contre, il va falloir que vous embauchiez. C'est plus du contrat de confiance d'une grande marque que du pacte, d'un engagement. On peut s'engager vis-à-vis d'une entreprise en disant si vous faites par exemple de la recherche en France, si vous faites de la recherche en France, vous aurez une disposition fiscale particulière. Ça existe, ça s'appelle le crédit. Ça peut être un engagement. Mais si vous allégez globalement les cotisations, quel engagement? Ça ressemble plutôt à un cadeau. Ah oui, ça ressemble à un cadeau. D'accord. C'est comme le cadeau sur le travail le dimanche. Vous dites aux enseignes de bricolage, allez, vous pouvez ouvrir puis négocier après. Bah oui, d'accord, sauf que... Est-ce que la baisse, alors, autre mesure annoncée par le président de la République, enfin proposition, baisser donc les dépenses de l'État, est-ce que ça, d'après vous, c'est en mesure ou c'est susceptible de mettre en péril les services publics en France? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas pour toute une série. Je ne parle même pas effectif, etc. En termes de mission de services publics. Il y a des services publics qui ont... Ça avait commencé avec l'ancienne majorité, avec la révision générale des politiques publiques. Ça s'appelle modernisation de l'action publique aujourd'hui. Mais en gros, il n'y a pas beaucoup de changements, quoi. Et on a des missions de services publics qui progressivement disparaissent. Lesquelles? Par exemple, l'aide à l'aménagement du territoire. Ça s'appelle l'ATESAT. C'est un service qui conseillait les collectivités quand elles avaient des travaux à faire gratuitement. Ça, dans la plupart des endroits, ça a disparu. C'est pas un peu de l'argent foutu en l'air, ça? Non, parce qu'une grosse ville a toujours les moyens de faire appel à un cabinet privé. La petite commune, non. Donc elle renonce à faire des travaux. Ça a une conséquence aussi sur l'activité privée dans le bâtiment et public. Même le patronat de ce secteur se plaint. Donc il y a des missions comme ça de recherche, de réseaux scientifiques et techniques qui sont en train progressivement de disparaître. Et à force de serrer comme ils le font les budgets, et les annonces qui sont faites, c'est des budgets serrés, là encore... C'est la casse programmée des services publics. En tout cas, la remise en cause programmée de services publics
que l'on considère comme essentielles. Vous savez, regardez, il y a des lois de décentralisation en discussion. Je ne sais pas in fine ce qu'il en sortira. Mais si demain vous avez la région, vous avez une métropole, et puis la commune qui ne sera ni dans la métropole, qui ne sera pas dans une communauté urbaine, elle aura quoi? Dans le désert. Vous êtes pour la suppression du département, vous? Non, pas obligatoirement. Non, pas obligatoirement. Alors, il nous a parlé aussi, autre chose qui a beaucoup frappé les esprits, chasse aux abus et aux excès, notamment dans les dépenses sociales. Est-ce que, d'après vous, c'est un vocabulaire qui doit être dans la bouche d'un président socialiste? Président socialiste, on pourrait discuter. Ah oui, il est plus socialiste. Je dis ça. Non, le socialisme de l'offre, moi je considère que c'est un oxymore. Voilà. Donc, c'est une politique de droite en fait. C'est une politique économique libérale qui est suivie en Europe aujourd'hui. Voilà, les choses sont claires. Maintenant, parler de charge, non, moi j'aime pas ce terme. Ce sont pas... D'excès ou d'abus. Oui, de charge, d'excès et d'abus. Mais les excès et d'abus où? Oui. Par exemple, le jour de 1 mois. Est-ce que, par exemple, le jour de carence dans la fonction publique, c'est pas un excès? Quand on est malade, eh bien, on continue à être payé le premier jour d'absence. Non, c'est pas un excès dans la limite où vous avez 70% à peu près des salariés dans le privé qui n'ont pas, si c'est compensé par des négociations dans les conventions collectives. Non, j'aimerais bien savoir ce qu'il appelle les abus ou les excès. Je ne vois pas. Est-ce qu'on rembourse trop les médicaments? Qu'il y ait. Dans tout système, il y a des profiteurs. On peut régler sur certaines professions de santé, regarder certaines choses. Je ne dis pas qu'on ne peut rien faire, mais est-ce que ça veut dire que les médicaments sont trop remboursés? On va encore en dérembourser et certains s'inquiètent des conséquences à terme, y compris sur la sécurité sociale. Donc, prendre ce discours d'abus, d'excès, ou alors c'est la politique politicienne, à l'approche des échéances électorales. Est-ce que vous songez à une journée d'action, là, prochaine? Nous, on organise un meeting. On organise un meeting, Force ouvrière nationale, le 29 janvier, à Paris. Donc, il y aura plusieurs milliers. C'est un meeting. Dans une salle, plusieurs milliers de personnes. Et après, écoutez... C'est un mercredi, le 29 janvier. Oui. Et après, nous verrons, en fonction... Avec d'autres centrales? Non, ça est faux. Donc, vous êtes un grand déçu, finalement, de cette politique. Je ne sais pas être déçu ou content. Moi, j'ai appelé à voter pour personne. D'accord. Est-ce que vous ne trouvez pas scandaleux ce qui se passe à Amiens, là, dans l'affaire Goodyear? J'ai vu que ce matin, vous disiez que, après tout, une prise d'otage de responsables d'entreprise, ça y ressemble. On n'est pas au Liban. J'entends bien, mais enfin, quand même. Ni au Liban. Vous trouvez ça normal, vous? Non, attendez. Ce n'est pas un moyen, ce qu'on appelle la séquestration, la rétention, appelez ça comme vous voulez, d'un dirigeant d'entreprise, c'est pas un moyen qu'on préconise. Je le dis clairement. Maintenant, il arrive. Rappelez-vous, il y a quelques années, il y a eu toute une série comme ça. Bon, c'est pourquoi? Parce qu'ils arrivent à un moment où, même si ce conflit, ça fait quand même un bout de temps qu'il dure. On n'est pas présent dans l'entreprise non plus. C'est la CGT. Ça fait un bout de temps. Ils essayent d'obtenir indemnité, ils trouvent ce moyen. Bon, en plus, comme c'est couvert médiatiquement, ça marche en général. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant. Ce qui est important quand ça existe, et je dis bien, c'est pas un moyen qu'on préconise. Quand ça existe, c'est que les choses soient faites correctement et humainement. Vous savez qu'une fois dans un débat avec Yvon Gattaz, le père, il m'avait dit qu'un des meilleurs souvenirs, c'est quand il avait été séquestré parce qu'il avait pu boire un coup de pinard et du fromage avec les ouvriers de la boîte. Pourtant, il ne devait pas manquer de pinard et de fromage chez lui, mais enfin bon. Non, mais il a passé il avait un bon souvenir. Où sont les torts là dans l'affaire Goodyear? Parce que quand on écoute les salariés, quand même, on a envie de se révolter. Ils plaident pas pour la pérennité de l'entreprise. C'est pas ça qui les soucie, c'est de prendre leur pognon, leur fric. Ils arrivent parce qu'ils arrivent à un moment. Alors après, on peut juger du comportement de cette organisation dans le conflit, la manière dont elle a géré le conflit, parce que sur un autre site, les choses se sont passées différemment. Ça c'est le premier élément. Arrive un moment, maintenant, le site est fermé. Ils essayent d'avoir un peu plus d'argent que ce qui est prévu. Voilà. C'est pas pour ça que demain ça ira mieux pour eux. Et ça va se finir comment cette histoire? J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Peut-être que l'entreprise cédera un peu, j'en sais rien. Bon. Et le dialogue avec les autres syndicats, comment ça se passe? Quand on a besoin de s'appeler. Quand on a besoin de s'appeler, on s'appelle, mais c'est un peu compliqué quand même. Parce que, pourquoi? Il faut encore qu'on soit d'accord sur... Et vous n'êtes pas beaucoup d'accord? Pas sur tout. Sur des points, on peut être d'accord avec l'un ou avec l'autre. Vous savez, s'il y a un pluralisme syndical... le gros point de désaccord, c'est lequel? On a eu des questions d'opposition assez fortes avec la CFDT, par exemple, sur certaines négociations, sur l'emploi, sur toute une série de choses. On risque d'être en différence aussi sur les questions de pouvoir d'achat, on risque d'être en différence sur d'autres points. Donc, on a des accords. Et s'il y a des pluralismes syndicaux, c'est que tout le monde
n'a pas les mêmes opinions. Vous les trouvez trop enfin, ils se compromettent trop avec l'exécutif, la CFDT? Ils sont souvent d'accord, voilà, je vais dire ça comme ça. D'accord. Mais c'est pas la première fois, dans les années 80, c'était pareil. Alors, c'était le talk orange, le Figaro de Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, qui se demande si François Hollande est encore un président socialiste, d'ailleurs. Enfin, en tous les cas, il ne croit pas beaucoup à ce pacte de responsabilité pour améliorer la situation de l'emploi en France. Et il donne rendez-vous avec son syndicat le 29 janvier à Paris. C'est ça? À Alfrécinet. À la Alfrécinet pour un grand meeting, on va dire. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly.